prennent un peu raison, donc on peut peut-être en parler de manière. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de parler. Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ou... Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment? Ah oui, complètement. Bon. Haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent, pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui m'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président de médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. C'est pas l'élite qui me critique, c'est la non-élite qui critique l'élite. Et c'est un problème dans ce pays. Et moi, je pense que le président devrait s'en préoccuper. Je pense que vous-même, vous avez des difficultés à les regarder parce que la formation pour ça, les outils pour ça ne vous sont pas connus ou ne sont pas utilisés. Et ça vous amène à penser que, je l'ai dit une fois, et puis vous ne l'avez pas entendu la dernière fois, que c'était comme si vous... Je ne sais pas que je suis de très près le football, mais enfin, quand même, c'est difficile de ne pas entendre parler. À Marseille. Marseille, le football, quand même. Hein. Mais si vous voulez, c'est comme si vous compariez Mbappé à gardien de but de 3e division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi, je ne suis pas pareil. Vous êtes le Mbappé de la médecine, de la recherche. Ça va faire plaisir aux Parisiens. En France, oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les éléments que vous preniez, vous ne trouverez jamais en dehors des 10 premiers. Tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de tri, bien pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Donc, non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, mais vous, encore une fois, vous jugez dans votre écosystème et pas dans le mien. Moi, ce que j'ai voulu, la seule chose que j'ai voulu, ce que j'ai pu faire, c'est dire je résiste à tout parce que dans ma famille, on résiste à tout. Voilà. Ça, je veux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne m'ennuie pas que les gens me tapent dessus, parce que ça me montre que je suis capable de supporter l'extrême. Vous voyez, dont nous parlions. C'est une des maximes que vous avez affichées dans sur les murs de l'IHU. Exactement. Exactement. Et bien entendu, ça, c'est ce qui me permet d'avoir l'estime de moi. Et je vous assure que c'est quand même ce qui compte le plus, c'est l'estime que j'ai de moi et l'estime que ma famille a de moi. Donc, voilà, Olivier Véran, vous avez... Moi, je commente pas non plus jamais ce que disent les gens. D'abord parce que je veux pas être désagréable. En plus, il a l'âge d'être mon fils, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour lui, si vous voulez. Vous savez ce qu'on dit? Il fait du populisme sanitaire. Non, mais est-ce que je me fous de ce qu'on dit? Mais j'ai fait... force... Non. Ce qu'on dit à la télévision, nous, maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que c'est pas pareil. Parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis... Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à la télévision. Oui. Donc ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire... Oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais... Et donc, on a fait une chaîne, dont je ne sais pas si vous avez vu le nom. Je considère que d'avoir le droit d'être intelligent fait partie d'une minorité en danger actuellement. Donc le fait... Et je maintiens ça. Et on le voit bien avec cette histoire de chloroquine, des gens qui sont censés être intelligents ont d'un coup des réactions passionnelles sur la chloroquine à propos de Trump, et je pense que c'est des réactions d'imbéciles. Mais notre molécule n'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche, parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients, vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi. Alors, c'est tout le problème qui est un problème de fond qui se pose pour vous depuis longtemps, le vrai problème, c'est la crédibilité, c'est qui est crédible. Et c'est une des questions qui est la plus violente actuellement, c'est est-ce que l'on est crédible parce que l'on est nommé, ou est-ce que l'on est crédible parce que l'on est crédible tout court. Au début, mais après il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, oui, mais pas les dernières. Non, écoutez, je peux vous dire, aussi c'est mon métier. Alors, je voulais jouer avec mon métier, vous jouez avec mon métier. Mais moi, je peux vous dire, on vient de faire une vraie méta-analyse, mais de gens sérieux, qui lisent de A à Z ce qui se passe. C'est pas quelque chose qui existe. Et une maladie nouvelle ne peut pas être une forme atténuée d'une maladie connue. Ça mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu? Vous savez, je vous suggère de vous méfier. C'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Moyen d'en faire une? L'essai randomisé avec le groupe contrôle. Randomisé, c'est-à-dire, ils font rappel d'essai avec des gens tirés au hasard. Je ne sais pas comment vous le dire. Moi, à chaque fois que je vois un malade, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Mais pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude? Avec un groupe témoin,
et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement. Mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record. En France, faites-les les sondages. En France, les gens se posent la question. Faites les sondages. Regardez, moi, je les ai vus, les sondages d'Odexa. Je les ai vus. Donc, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non, les gens comprennent ce que je fais. Ils ne comprennent pas, et vous ne le comprenez pas non plus. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. Mais c'est ça qu'ils vous disent. Oui, je sais que c'est ce qu'ils disent, je m'en fous. Pour une bonne raison, c'est que ce qu'ils disent est une énorme bêtise. Donc, comme vous le dites, je fais des cours d'épistémologie, c'est-à-dire de l'histoire de science depuis 25 ans. Oui. J'ai écrit des livres sur l'épistémologie. En Chine, je sais pas, à la fin, combien ils ont eu 5000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans l'année. Vous les croyez? Ah oui, mais enfin, je vous ai pas honte de vous poser ça comme question. Non, mais c'est une question qui s'est posée, y compris au sommet de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout. Non, mais on ne sait pas tout. Moi, je ne crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Hein. Je pense Parce que les Français, ils mentent? Tout le monde ment, mais plus ou moins. Tout le monde ment. Enfin, donc moi, je ne sais pas si les politiques chinois mentent plus que les autres. J'en sais rien du tout. Mais vous avez raison. On a envie d'être soignés. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être soignés dans cette épidémie qui nous a fait tous trembler. C'est normal. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Sauf que, non, mais avec Qu'est-ce que vous auriez fait, avec la méthode, vous auriez Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, quand on est journaliste, par exemple, on cherche à... Non, mais attendez, je vous donne un exemple. Malade. Je vous donne un exemple. Quand on est journaliste, on doit confronter ses sources. Moi, je suis content de m'expliquer la médecine, mais globalement... Non, pardon, encore une fois, je donne les arguments. Non, mais je vous remercie. C'est intéressant. Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Donc, mais globalement... carrément des bêtises. Le résultat des courses... Si vous voulez, vous savez, il y a 15% des traitements qui sont donnés dans ce pays qui sont hors AMM. D'accord? Donc, je veux bien qu'ils s'excitent sur moi. Autorisation médicale. Ça m'amuse plutôt. Autorisation de mise sur le marché. Voilà, autorisation de mise sur le marché. Là aussi, on verra bien si on joue la même catégorie de poids à la fin. On verra bien. Ah, moi, je voudrais revenir quand même, vous avez dit... Mais finissons sur des choses sérieuses. Là, vous me parlez des opinions des uns et des autres dont je me fiche. Moi, ce qui m'intéresse... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parfois, de leur avoir un peu vendu du rêve? Non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi. Écoutez, nous, on a la mortalité, des mortalités les plus basses du monde. Je veux que je dise. Quand même, pas tous les jours, vous connaissez des endroits où on a une mortalité de 0,3 ou 0,5%, mais ça n'existe pas, il n'y a que nous. Et hier, dans votre vidéo, vous aviez fait 150 000 tests. Ouais. Avant, c'était 130 000. Combien vous en avez fait réellement? Et comment avez-vous réussi à vous fournir en écouvillon, en réactif, tout ce qui a manqué au niveau national et qui nous a mené à une stratégie restrictive? Non, c'est pas ça que vous faites à la fois les questions, les réponses et les conclusions. Alors, posez-moi une question, je vous répondrai. C'est la question... Comment vous êtes-vous fourni? Ne soyez pas désagréable, hein, alors. Non. Une question. Comment? Donc ça, qui monte ça pays par pays, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Et dans combien de temps ce sera derrière nous? Je ne fais pas de paris comme ça. Vous avez demandé de faire des prédictions, je vais vous dire 10 fois que je ne fais pas de prédictions. Donc ça va finir par devenir lassant. Et vous êtes comme tout le monde, vous avez aussi cherché, parce que vous êtes aussi trompé au début. Vous avez aussi dit, on peut peut-être le réécouter, vous avez aussi dit que finalement, c'était pas... Tout le monde s'émouvait, tout le monde s'inquiétait pour pas grand-chose. On va l'écouter. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on cherchait en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux. Et si vous voulez, encore une fois, il faut laisser le temps au temps. Si vous regardez en Chine l'effet du Covid sur la mortalité en Chine, vous verrez que c'est peanuts. Ça fait 5000 morts en Chine. Vous le croyez sincèrement? C'est vrai que les scientifiques chinois sont excellents, mais vous croyez vraiment, quand vous voyez la file de familles qui vont chercher leurs urnes, qu'il n'y a eu que 4000 morts à Wuhan et dans le Hubei? Écoutez, je ne sais pas qui ment le plus au monde. Hein. Moi honnêtement, franchement, les mensonges absolument atroces
qui sont sortis dans le New England Journal of Medicine, dans le Lancet, et qu'ont répercuté nos autorités françaises, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Vous croyez qu'ils mentent autant que ça? C'est un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout. Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein. Enfin, honnêtement. Vous savez, moi, je vois bien cette bascule vers l'Extrême-Orient. Je la vois. Hein. Mais là, maintenant, moi, je trouve qu'on est dans une situation qui est atroce. Hein. Pour des raisons qui sont multiples, là aussi, probablement le temps triera. Si vous voulez, le Lancet, le New England et le British Medical Journal, qui étaient des références pour nous, font des articles qui sont bidouillés. Ils acceptent des machins, tout étant au service de leur opinion. Si vous voulez. On est en déclin. Ah, c'est pas là. Là, on est passé du côté obscur. Hein. Non, honnêtement, non. Je sais que après, tout le monde fantasme. Je me présentais aux élections, si je devais faire la politique, j'en aurais fait. C'est une insulte d'ailleurs de penser que je pourrais faire la politique, parce que ça voudrait dire que je fais pas bien mon métier. Donc, non, ça pourrait être un prolongement. Ça pourrait être une deuxième phase. Vous croyez que c'est plus important d'être un politique que d'inventer? J'ai inventé 12 traitements dans ma vie qui sont dans les encyclopédies. Plus important? Non, mais honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire la plus fantasque que j'ai jamais entendue en médecine, de ma vie. D'accord? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Comment on a pu croire et comment même on a pu véhiculer cette histoire. Comment se fait-il que personne soit tourné vers son médecin généraliste en disant « c'est vrai que ce truc, c'est un poison terrible ». Enfin, tout le monde a prescrit ça. Comment il est possible de faire une crise de nerfs de cette nature-là? Eh bien qu'on est dans la crise de nerfs. On peut plus. Moi, je l'ai vu chez un de mes amis qui était venu pour nous aider et qui a fait une bouffée délirante. De peur. De peur? Peut-être à 85 ans, on ne va pas vivre 120 ans. Quel est le lien avec l'hydroxychloroquine? Écoutez, soyez patients, c'est terrible ça. Vous comprenez pourquoi? C'est difficile, c'est si nerveux. Écoutez-moi. Je suis très tranquille, mais ça veut dire... Et non seulement... Sanofi, vous, non, pas du tout. Jusqu'en 2015. Non, pas du tout, il n'a jamais été là. Non, c'est sur votre site aujourd'hui, de l'IHU. Il y a plusieurs labos. Non. Enfin, je veux dire, les labos, c'est pas non plus... Ils ont trouvé des médicaments contre le cancer, contre l'hépatite, contre le sida. Non, mais vous voulez me... C'est pas que je sois pour les labos, je m'en fiche, mais vous voulez que c'est la contradiction. Non, il faut être... écouter les contradictions. Vous voulez bien écouter ma réponse? Oui. Je vous remercie. Est-ce qu'il peut y avoir un vaccin? Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Et quand? Vous voyez, là encore, vous me demandez de faire de la prédiction. J'en sais rien. Si vous voulez, je ne sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine. J'en sais rien du tout. Après, si vous voulez, les vaccins, c'est encore plus compliqué que les épidémies. Parce que les vaccins, pour faire des vaccins, on peut toujours faire des vaccins. Il faut faire attention. Là, il y a quelques essais qui montrent qu'il y a un papier qui dit, attendez, dans les vaccins, il y a des choses qui donnent des effets secondaires très importants. Il faut faire attention. On ne peut pas faire des vaccins comme ça à la sauvage. Si vous voulez, il ne faut pas faire ça, il faut les évaluer réellement, la sécurité, il faut vraiment l'évaluer correctement, pas faire de bêtises. Donc c'est un pari considérable de faire un vaccin, donc il faut déjà trouver un vaccin. Encore une fois, ça ne me paraît pas insurmontable, parce que pour les maladies aiguës, en général, on arrive à faire des vaccins. Ensuite, une fois qu'on a fait le vaccin, il faut que la maladie soit encore là. Donc si on a le vaccin, il n'y a plus de maladie, un truc. Puis il faut que les gens veuillent avoir du vaccin, parce que vous leur demandez maintenant qu'ils ont tous terrifiés s'ils veulent un vaccin, ils vont vous dire oui. Mais quand vous voyez qu'un vaccin contre la varicelle, qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de cas par an en France, est pas recommandé, et pas utilisé, alors que depuis 20 ans, il est fait aux États-Unis, vous voyez aussi, c'est compliqué. C'est la politique, c'est social, c'est pourquoi on fait pas... On a le vaccin contre la varicelle, contre les rotavirus. Je ne sais pas si vos gosses sont vaccinés, vous devriez les vacciner si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, je vous le recommande moi. J'ai compris, j'y songerai. Professeur Pi a publié une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation du plaquenil, donc qu'ils produisent de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc il n'y a pas que les autorités sanitaires, si même le producteur du médicament le dit. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça me fout? D'un mot, vous dites on a eu 0,5% de mortalité, mais encore une fois, ce taux il est comparable à bien des régions qui ont beaucoup moins précis l'hydroxychloroquine. Vous croyez ça? Ah. Il n'y a pas une série mondiale où il y a 0,5% de mortalité, zéro. Aucune. Les publications dont vous rapportez... Alpes-Maritimes... Non, mais je regarde simplement la mortalité. C'est possible. Certains parlent d'une seconde vague.
Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si vous voulez. Donc ils sont morts d'infections bactériennes, les malheureux, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques surtout. Hein, c'est ça dont ils sont morts par la grippe espagnole. On va revenir sur l'épidémie. Où en est-on? Vous avez été l'un des premiers à soulever l'hypothèse d'une saisonnalité du virus. Est-ce qu'on peut prévoir ce qui va se passer à l'automne? Est-ce qu'il peut revenir ce virus? Ou est-ce que c'est son histoire naturelle de régresser? Je vois que vous faites l'exégèse de mes textes, mais vous faites ça assez mal, parce que je passe mon temps à dire que je ne prévois jamais rien. Donc c'est quand même... Mais en même temps, vous le prévoyez. Vous dites et puis en même temps, vous prévoyez. Quand vous avez des formules comme ça, c'est vrai. vous cherchez forcément la polémique. Non, vous cherchez forcément la lumière d'une certaine manière. Je n'ai pas dit. Attendez, vous confondez deux choses. Le consensus est pétain. Vous confondez deux choses, parce que, encore une fois, vous êtes dans votre métier. Vous confondez le désir de polémique ou l'acceptation de la polémique et la recherche de la notoriété. Je cherche absolument pas la notoriété. Alors je vous assure, j'en suis même, c'est pesant. Le président du conseil scientifique qui était cité par le Premier ministre jeudi dernier disait que 80% des virus de type coronavirus avaient tendance à disparaître l'été, mais que 50% de ces 80% avaient vocation à revenir l'automne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet ordre de grandeur ou là encore c'est impossible de prévoir? Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est une maladie saisonnière annuelle qui revient tous les ans, le coronavirus. Donc c'est pas une question. C'est pas une question, je ne comprends pas. Encore une fois, la plupart du temps, je ne comprends pas les questions que vous me posez. Le coronavirus, c'est une maladie saisonnière, comme toutes les... Il y a 18 virus qui donnent des maladies saisonnières. Vous avez dit aussi, j'ai lu ça, c'est pour les emmerder, c'était vos mots. Non, c'est qui les emmerdés? Mais y compris vous, qu'est-ce que vous vous intéressez à des bêtises? Enfin, je m'excuse. Ça fait partie de votre personnage, professeur. Non, mais vous vous intéressez vraiment à des bêtises. Vous voyez bien. Enfin, si ça peut vous emmerder, je suis content. D'ailleurs, parce que franchement... Moi, ça m'emmerde pas du tout. Non, mais franchement, vous vous intéressez à des bêtises. Ça me regarde. J'ai mes propres raisons. Je vous les ai montrées en cachette. J'ai mes propres raisons. Voilà, et la raison de la barbe, je vous la dirai pas, mais j'ai mes propres raisons. Et honnêtement, si vous imaginez que ça m'a d'ailleurs, vous avez bien vu, j'ai refusé de me faire maquiller, je m'en fous. Donc, ça m'est égal. Donc, accordez votre honneur. C'est pas mon problème. Moi, si vous voulez, je discute pas avec les uns et les autres. La place publique, moi, je sais lire. Si vous voulez, j'ai fait une étude métagénomique. Vous ne savez pas lire le ministre de la Santé? Pas ça, c'est pas son métier. Mais vous avez parlé des polémiques, vous avez parlé des réactions inouïes. Pour reprendre votre mot, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Raoult. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions? Non, pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement. Vous vous en fichez? Vous avez joué un peu de ça, non? Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je joue? Enfin, vous n'êtes pas lucide. Hein. Votre look, on a beaucoup parlé de votre look de rocker, ça n'a rien à voir? C'est juste un hasard? Non, mais écoutez, moi, d'abord, vous savez, je suis celui qui me voit le plus souvent avec ma femme. Donc, ce qui est bien, c'est que ma femme soit contente. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que je porte la barbe, parce que je me rase pas l'été. Enfin, elle m'a dit, mais garde la barbe, ça te va très bien. Donc, les cheveux? plus, ça cache les rides, vous savez, la barbe. Je sais pas comment les femmes ont besoin de se faire tirer pour pas qu'on voit les rides du cou, parce que les hommes, il suffit de leur porter la barbe. C'est votre lifting à vous, en fait, la barbe. C'est une espèce de lifting. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est quand même, la barbe, c'est très à la mode. Je suis vous êtes pas à la trop mode, finalement, en fait? Oui, je fais pas exprès. Hein. Mais en tout cas, voilà, quant aux cheveux longs, écoutez, mon père portait déjà... Il était général, ça n'empâtait pas au même âge que moi, il a les cheveux longs. C'est comme ça. J'en vais chercher midi à 14h. Puis ce qu'on pense de moi, vous savez, je m'en fous. Moi, j'ai pas de problème avec... de vous, mais votre père? Pas trop optimiste quand on sait que laissez-moi répondre à une question. protection est provisoire. Ne m'interrompez pas. Vous me posez une question, vous savez, je réponds lentement. C'est l'interview, c'est notre travail. Ensuite, d'accord, vous me posez une question à moi. Je vous dis comment je suis arrivé là. Vous me laissez arriver ou vous me laissez pas arriver? Sinon, vous répondez vous-même aux questions. C'est comme ça que je le perçois. Quand je vais, ça me gêne. C'est comme ça que je le perçois. Et donc, ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. Donc c'est autre chose. Je n'ai rien contre l'élite. Au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Je pense que moi, je fais partie de l'élite. C'est affreux. Je m'excuse de vous dire ça. Ah, mais au contraire, je pense que vous avez un problème profond, un très grand problème, c'est que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le degré de performance dans l'analyse scientifique que vous avez probablement dans l'analyse politique.
C'est dans l'analyse politique, je pense qu'il y a de très bons journalistes politiques, c'est mon impression, c'est une impression assez lointaine. Hein. Dans l'analyse scientifique, si vous voulez, je vois bien que vous n'avez pas l'usage des outils qui vous permettent de savoir qui c'est qui joue en première division, qui c'est qui est international, qui l'est pas. Vous avez été nommé, vous l'avez quitté, pourquoi ? Écoutez, c'était pas mon écosystème, je peux pas vous dire plus, mais pas du tout, voilà. Donc j'étais pas à l'aise avec les gens qui étaient là. Oui, mais après c'est un peu facile de dire qu'on est seul contre tous, si on va pas avec les autres. Je suis pas du tout seul contre tous, mais vous rêvez, c'est un truc là, vous me prenez pour Robin des Bois, mais vous rêvez, enfin je suis pas seul contre tous. Encore une fois, vous voulez qu'il y ait plus de ça, il y a plus de la moitié des médecins qui sont si vous demandez à la population s'ils sont contre moi, vous rêvez, enfin je pense que vous n'êtes pas lucide. Donc je moi, pas de je la crois. Population. Vous, manifestement, vous ne les avez pas. Et donc, vous êtes plus compétent à évaluer les footballeurs, si vous voulez, qu'évaluer les scientifiques. Vous savez qui c'est le scientifique le plus cité en France actuellement? Vous connaissez son nom? En quelle matière? Toute matière confondue. Allez-y. Vous connaissez? Vous connaissez pas? Mais cité par qui? Parce que quand on parle des revues, vous nous dites non, les revues, ça compte pas. Non, parce que, encore une fois, les revues dans les périodes critiques, elles sont, comme les journaux dans les périodes critiques, elles sont moins crédibles dans les crises qu'en dehors des crises. Pendant les crises, tout le monde perd les nerfs, y compris les revues. Mais si vous regardez sur le long terme, nous, notre manière de quantifier les choses, c'est le nombre de fois où vous êtes cité dans la littérature scientifique. C'est comme ça qu'on se quantifie. Alors, qui est-il? Guido Crévin. Vous le connaissez? Non. Je ne suis pas un journaliste. C'est le meilleur immunologie du monde. Mais j'ai essayé de me faire le porte-parole du public. Il m'a écrit un très gentil mot pour me dire qu'il avait été très heureux et qu'il souhaitait qu'on garde le contact et qu'on discute de ça. Vous n'avez pas des regrets? Peut-être d'avoir été pris pour un autre ou de vous être adressé directement aux Français, les avoir fait peut-être un peu trop rêver? Pensez que c'était pas grave tout ça? Non, mais je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Moi, j'ai passé mon temps à dire ce que moi, je suis pas comme vous. Moi, je rapporte les données que j'ai moi, que je transmets. Je pense la même chose. Je dis la même chose depuis le départ, c'est-à-dire que les maladies infectieuses, vous savez, il faut les diagnostiquer, les isoler quand ils sont contagieux, les traiter. Je pense ça, je le pensais. Alors ça, j'ai pas changé d'avis depuis bien longtemps. Je pense ça. Et quant au reste, si vous voulez, moi, je rentre pas dans l'espèce de folie terrifiante. Je pense qu'il faut pas le faire. Peut-être que la meilleure... Une campagne très violente, très dure. Vous les découragez, vous leur dites arrêtez. Écoutez, je suis pas au courant, je m'en fiche, et ça n'est pas mon problème. C'était ni mon problème. Vous savez, je vous l'ai dit, je regarde pas la télévision, je ne regarderai même pas cette émission. Ma femme la regardera, moi non. Je regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio, et je lis rarement des journaux. Donc vous savez, la plupart du temps, je travaille ou je m'occupe de ma famille. Très bien. Vous voyez, la bête n'est pas si terrible. Elle n'est pas si facile à manipuler non plus.